Bonjour vous tous. Bon, petit 3. Donc, à la suite de motricité volontaire et plasticité cérébrale, le petit 3, des lésions à l'origine d'un dysfonctionnement. Donc, pour bien observer la contralatéralité du corps au niveau, en tout cas au niveau musculaire, on a observé les personnes qui avaient subi un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Je vous rappelle qu'un accident vasculaire cérébral, c'est soit un caillot de sang qui va obstruer un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau, ou encore un vaisseau sanguin qui éclate à l'intérieur du cerveau. Ça va créer sur la zone une hémorragie, ça va tuer un grand nombre de cellules, et on s'est rendu compte que si jamais le vaisseau éclate à droite, ça me crée une paralysie, ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, une hémiplégie. Donc ça va m'entraîner une paralysie du corps, mais du côté opposé. Donc si j'ai un AVC à droite, le résultat de cet AVC se verra sur le côté gauche du corps, que ce soit une hémiplégie du visage ou encore une paralysie d'un membre, la main, la jambe, etc. Les AVC nous montrent extrêmement bien la contralatéralité du corps et du cerveau. Mais il n'y a pas que. On peut aussi bien voir que la moelle épinière est une passerelle entre le cerveau et le corps, et le reste du corps, lorsque justement, elle subit des lésions. À la suite d'un accident, par exemple, on peut avoir une rupture donc, de la moelle épinière. Selon la zone où se fait cette rupture, on va observer une paralysie de certains membres. Plus la rupture est basse, plus la paralysie va atteindre les membres inférieurs, d'accord? Et si la rupture est très haute, eh bien, on sera dans ce qu'on appelle de la paraplégie, d'accord? C'est-à-dire l'incapacité de bouger la totalité de son corps, à part la tête. Ça nous montre globalement que notre moelle épinière est bien le lien, parce que je l'ai là, la moelle épinière, notre moelle épinière est bien le lien entre notre cerveau et nos muscles. La dernière chose qu'on peut aussi observer, c'est ce qu'on appelle l'hernie discale. Il peut arriver qu'on ait des nerfs qui soient compressés, d'accord, au niveau des disques de la colonne vertébrale. Si un nerf est compressé, on peut alors avoir ce qu'on appelle une sciatique, ce qui est extrêmement douloureux et qui va donc avoir une répercussion donc, sur le passage des messages entre la moelle épinière et les muscles, entraînant une douleur assez intense. La sciatique, généralement, on va la voir sur les nerfs qui vont atteindre les jambes, notamment la jambe droite ou la jambe gauche, notamment la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Du coup, on va le noter. Donc, petit 3, des lésions à l'origine d'un dysfonctionnement. Et vous allez me mettre un point et vous allez me noter les AVC, 2 points. Un accident vasculaire cérébral résulte d'un trouble de la circulation sanguine. Résulte d'un trouble de la circulation sanguine qui irrigue avec 2 R, une partie du cerveau. Point. On parle d'accident car c'est un événement qui survient brutalement. Car c'est un événement qui survient brutalement. Point. L'origine est soit l'obstruction d'un vaisseau sanguin, soit l'obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot, soit la rupture de la paroi, soit la rupture de la paroi d'un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie cérébrale. Provoquant une hémorragie cérébrale. La conséquence d'un AVC,
est une hémiplégie c'est-à-dire une paralysie, d'un seul côté du corps, c'est-à-dire une paralysie d'un seul côté du corps. Point. Si l'AVC se produit au niveau de l'hémisphère droit, c'est la partie gauche, du corps qui est impactée. Entre parenthèses, paralysée. Il faut savoir que ça peut être un petit peu différent selon le degré d'AVC, selon la zone. Certains individus vont être totalement paralysés, d'autres vont ressentir des fourmis de manière constante à l'intérieur d'un membre, d'accord ? Donc ils peuvent encore le bouger, mais ils ont des problèmes sensitifs, enfin bon, c'est compliqué. Voilà pour l'AVC. Deuxième point, la rupture de la moelle épinière. Deux points. Cela peut être dû à des accidents de la circulation ou à une chute violente Point. Cela entraîne une paralysie. Point. En fonction du niveau de la moelle épinière touchée, on observera 2 points, soit une paraplégie, entre parenthèses, paralysie des membres inférieurs du corps, Deuxième tiret, une tétraplégie, je vais noter les mots quand même, une tétraplégie, entre parenthèses, qui touche tout le corps. Donc, paraplégie, tétraplégie. Point. Vous allez mettre un dernier point. L'hernie discale. L'hernie discale. 2 points. C'est une compression des nerfs rachidiens qui peut être
responsable, qui peut être responsable de sciatique lorsque le nerf de même nom, est touché. Point. Cela peut provoquer de fortes douleurs et des troubles moteurs. Cela peut provoquer de fortes douleurs et des troubles moteurs. Point. On va passer au grand 2. Grand 2, le rôle intégrateur des neurones. Alors, il faut savoir qu'un neurone, généralement, il peut être connecté jusqu'à 10 000 autres neurones. Ce qui fait que quand un neurone reçoit des messages de 10 000 autres neurones, il doit savoir s'il doit passer le message ou au contraire ne pas passer le message. D'accord ? Chaque neurone, on va s'en rendre compte, a ce qu'on appelle une capacité d'intégration. C'est-à-dire qu'il va recevoir des messages de part et d'autre et il va, en fonction de la fréquence des messages et en fonction de quel type de neurotransmetteur il reçoit, il va déterminer s'il faut qu'il retransmette un potentiel d'action ou si au contraire, il ne faut pas qu'il retransmette un potentiel d'action. Ça, on le voit justement quand on étudie le réflexe myotatique. Parce que quand on étudie le réflexe myotatique, et c'est ce qu'on a vu nous aussi, eh bien, si la personne à qui je fais le réflexe, d'accord, si elle est déjà, par exemple, en train de contracter le muscle extenseur, et que moi je lui fais le réflexe, bah, la réponse de ce muscle sera très faible. C'est-à-dire que je vais voir un tout petit peu la jambe se lever parce que le muscle est déjà contracté. D'accord ? Ça veut dire que les nerfs, le motoneurone, quand il va repasser le message, quelque part, il va déjà y avoir un message de contraction. Alors que si je prends un individu à qui je fais un test de réflexe, alors qu'il est complètement distrait, je le fais regarder ailleurs, il a les jambes qui se baladent, il ne sait pas ce que je vais lui faire, la réponse va être extrêmement intense au niveau du muscle extenseur, qui va se contracter extrêmement vite. Ça nous montre bien que les neurones sont capables, d'accord, d'intégrer des messages et de repasser le message en fonction des messages qu'ils ont reçus. D'accord ? On va simplement faire le petit 1 où on explique l'exemple du réflexe myotatique et on verra vraiment le côté intégration des neurones, c'est-à-dire exactement comment ça fonctionne, comment un neurone peut recevoir plein de messages et savoir s'il fait passer ou pas le message dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Donc vous avez noté petit 1, l'intégration des réponses motrices. L'intégration des réponses motrices. On note. L'amplitude de la réponse musculaire, l'amplitude de la réponse musculaire lors du réflexe myotatique varie en fonction des conditions, dans lesquelles le sujet est placé. Deux points. Premier tiret. Si le sujet contracte volontairement le muscle au moment d'un test réflexe, la réponse de ce muscle est plus faible. Deuxième tiret, si le sujet
est distrait, si le sujet est distrait, l'amplitude de la réponse est élevée. Donc, la contraction du muscle, est intense. Point. Sortez des tirets à la ligne. Cela montre que la contraction du muscle, répond aux stimuli, mais tient compte aussi d'autres informations reçues simultanément. 2 points en rouge, c'est ce que l'on appelle une intégration. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra donc comment justement un neurone reçoit et retransmet les messages, les 2 manières du coup dont il intègre les messages qu'il va recevoir pour le retransmettre, avec tous les schémas et tout, lundi. À lundi!